les enfants vont bien quand maman va bien. Et il y a une phrase qu'on m'avait dite et que j'avais mis pendant longtemps comme un mantra. Les enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une mère bien dans ses baskets. Et donc ça m'a apporté le fait que effectivement, pour une daronne, c'est important de s'occuper de soi, presque égoïstement, mais de penser d'abord à soi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Daronne, l'émission où chaque 2e et 4e mardi de chaque mois, à partir de 6h du matin, je retrace avec mes invités leur rapport à la maternité. Après avoir interviewé une bonne centaine de darons dans mon autre podcast Histoire de Daron, il était temps d'explorer l'autre face de la planète parentalité. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez cet épisode, allez donc écouter la bande-annonce de ce podcast pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Claire, bienvenue dans mon podcast. Bien, merci de m'accueillir. Tu m'as envoyé un message en me disant, quand j'ai vu que tu avais lancé Histoire de Daronne, je me suis senti concerné. C'est ça. Voici donc mon mail. C'est ça, tout à fait. Effectivement. Je me suis dit, tiens, Daronne, ça me parle. Ok. Pourquoi ça te parle ? Parce que j'ai fait une psychothérapie il y a très peu de temps. Je m'étais jamais interrogée en fait sur mon rôle de mère. J'avais jamais cherché à démêler le truc. Ok. Et j'ai appris plein de trucs là dernièrement. T'as 2 enfants, c'est ça ? Ouais, j'ai Camille qui a 13 ans. Enfin, bientôt 14. Ah, les ados. C'est ça, je découvre. Camille, un garçon ou une fille ? Une fille. Okay. Et Gaspard, un garçon de 9 et bientôt 10. Oh là là. Voilà, donc ado joie. et pré-ado. Est-ce que la psychothérapie, où tu vas en psychothérapie parce que tes ados, à un moment donné, te poussent aussi dans des retranchements qui t'amènent en psychothérapie ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis arrivée à la psychothérapie par le boulot. Ok. En fait, j'ai fait ce qu'on appelle un brown out, c'est-à-dire une perte de sens complète par rapport au boulot. Un brown out. Ouais. Ah, je connaissais le burn out que tout le monde connaît, le bored out qui est vraiment genre je m'ennuie. Tu t'ennuies. C'est ça. Le brown out. Et en fait, c'est très la différence est très ténue avec. Est-ce que tu peux mettre le micro ? Voilà. La différence est très ténue en fait entre le burn-out et le brown-out. Le burn-out, c'est l'ennui, et le brown-out, c'est une perte de sens, mais qui peut aussi se manifester par de l'ennui au travail en fait. Ok. Et donc je suis tombée pas en dépression, mais en syndrome dépressif. J'étais juste avant. Comme j'avais déjà fait une dépression avant, j'avais tout de suite reconnu les signes, donc je me suis dépêchée d'agir. Et en fait, par le biais du travail, le travail thérapeutique nous a amené à parler de la famille. Et donc voilà. Étonnant, voilà. C'est surtout très étonnant. Là, je vais livrer des choses, mais en fait, je me suis retrouvée salariée pendant 2 ans dans une petite boîte. J'étais la première salariée. Les gérants étaient un couple, et je suis l'aînée dans ma famille. Ok. Et en fait, ça reproduit le schéma de ma famille. Tu veux dire que tes 2 employés étaient tes parents ? C'est ça. Enfin, il s'est rejoué des trucs. Ouais. À ce moment-là. Et donc, forcément, on a été obligé de parler de la famille, quoi. Ok. Voilà. Waouh. Sacré boulot. Il y a autre chose que tu oublies de dire aussi, où tu m'as aussi raconté ça, c'est que t'as fait un cancer, c'est ça ? T'as développé un cancer ? C'est ça, juste après ma grossesse. J'ai fait un lymphome d'Hodgkin. Donc c'est ce qu'on appelle le cancer des ganglions. Et je l'ai déclaré, en fait, on suppose que je l'ai déclaré à la fin de ma grossesse, mais il s'est manifesté avec des symptômes dans les premières semaines de vie de ma fille. On a d'abord cru que c'était à cause de l'allaitement, parce que j'avais des ganglions sous les clavicules, donc comme j'allaitais, si ça se trouve, infection du sein, enfin voilà. Ouais. Et on n'arrivait pas à endiguer le truc, donc il a fallu faire des examens. Et donc le diagnostic a été posé, ma fille avait 10 semaines. Donc je suis partie en chimio, elle avait à peine 3 mois, quoi. Waouh. Ouais. Une bonne façon de gérer un postpartum, finalement. C'est ça, t'as pas le temps de te poser de 40 000 questions. C'est ce que je me suis, après coup, pas sur le moment, j'imagine. Pas sur le moment, mais en révalant le truc. En fait, elle a très vite été une enfant hyper sage.
Elle a fait ses nuits très très vite. En fait, dès qu'on a commencé à faire des examens, elle a bien compris qu'il fallait que je me repose. Enfin, j'imagine. Malheureusement, on peut pas les faire parler, ces petites personnes-là. Mais elle a fait ses nuits très très vite. Je la posais dans son transat, je me reposais, elle disait rien. Enfin, c'est une petite fille. Alors après coup, je culpabilise, mais elle a vécu des choses pas faciles non plus en tant que bébé, de lien à sa mère. Et donc c'est là qu'on va arriver au sujet de la daronne, parce que j'ai pas été disponible, quoi. Okay. Il fallait que je m'occupe de moi. Bon, on va reparler de tout ça. Hein. Ouais. Merci en tout cas pour cette intro qui est... voilà, ça pose le décor. Pose le truc. Mais la première question que je voudrais te poser, c'est comment t'en es venue à vouloir devenir maman ? Alors justement, avant la thérapie, je t'aurais dit, c'était il y avait pas 15 000 questions, quoi. C'était, j'avais toujours imaginé que j'aurais des enfants. J'aime beaucoup quand mes invités commencent par me dire avant la thérapie, j'avais. Parce que j'ai été élevée dans une famille où tout le monde a des enfants. Mes parents ont eu trois filles. J'ai quitté chez mes parents pour me mettre habiter avec mon mec. Mais mon papa voulait absolument qu'on se marie, mais je l'ai pas fait. J'ai un peu rebelle, voilà. Mais j'ai été élevée dans une famille où fallait faire les choses dans l'ordre, et donc forcément un mariage, ça débouchait sur des enfants. Avec la thérapie, j'ai envie de te dire, je pense que c'était pour faire comme tout le monde en fait, et c'était pour faire comme ce qu'on attendait de moi ou ce que j'imaginais que la société attendait d'une femme. Je pense que je serais dans le même cas aujourd'hui. J'aurais 26 ans à l'âge où j'ai eu ma fille. Ce serait pas la même chose. Tu veux dire 13 ans plus tard. Ouais. T'aurais 26 piges aujourd'hui. Qu'est-ce qui aurait changé pour toi ? J'ai dans les médias déjà, dans la société, on entend de plus en plus le fait que une femme c'est pas obligée d'avoir des enfants, quoi. Il y a pas c'est pas une seule réalité, il y a plein de réalités possibles. Et ne serait-ce que... Alors, je dis pas que je regrette de les avoir faits, mais j'ai pas eu, entre guillemets, cette ouverture d'esprit et de me poser la vraie question, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des enfants ? J'ai pas eu cette opportunité-là. Il y avait même pas, je crois, de modèle alternatif. C'est ça, complètement. J'entendais souvent dans ma famille, quand il y avait des célibataires sans enfants, oh là là, mais il a 40 balais, il a toujours pas de femme, il a toujours pas d'enfants, enfin... Vraiment, il n'y avait pas de femmes sans enfants dans mon entourage. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est encore pire. C'est ça. Tu parles d'un homme, là, mais c'est encore pire pour une femme, j'imagine. Mais vraiment, c'était une évidence, quoi. Une femme, ça devait avoir, et un couple, ça devait avoir des enfants. Ok. Voilà. Donc voilà. Je vais pas te demander si tu regrettes d'avoir eu tes enfants, parce que en fait tu dis que non, donc je te crois, mais en revanche est-ce que tu regrettes de pas avoir eu la possibilité d'avoir eu cette alternative là ? C'est ça, complètement. Okay. En fait, j'aurais aimé, parce que quand même une fois qu'on les a, c'est une sacrée claque, hein. Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Et j'aurais aimé... Pour moi c'est super, franchement, aucun problème. J'aurais aimé avoir ce temps et cette capacité de dire c'est vraiment un choix, et je le fais parce que au fond de mes tripes j'ai envie de le faire. Voilà, j'ai pas eu cette occasion-là, mais et d'ailleurs j'ai eu une discussion avec une femme de mon entourage qui allait sur ses 31 ou 32 ans. Qui était en couple depuis un bout de temps et qui avait la pression de son entourage, mais quand est-ce que vous faites un enfant, etc. Et moi j'étais complètement, mais attends, fais ce que tu veux, quoi. Enfin, si t'as vraiment au fond de tes tripes envie de le faire, vas-y. Mais si tu le fais parce que autour de toi on te dit de le faire, ne le fais pas, quoi, vraiment. Et je crois même que ça la déroutait venant d'une maman qui avait eu ses enfants relativement jeunes. Je crois que ça la déroutait pas mal, que je lui dise ça. C'est un sujet que je vais aborder. Alors, je sais pas si ça sera déjà diffusé quand on diffuse ton épisode ou pas, mais je veux aussi parler, tu vois, des questionnements qu'il y a autour d'avoir des enfants ou pas quand on est une femme, quoi, dans l'histoire de Daronne. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. Même si t'en as pas, en fait, c'est un truc qui est quand même dans ta tête à un moment donné tout le temps, quoi. Ouais, complètement. À partir d'un certain âge, en tout cas. C'est ça, ouais. La fameuse horloge biologique qui fait que tu te poses des questions, quoi. Tu me disais que tu avais eu ta première fille à 26 ans. Ouais. Donc, assez jeune. Bah ouais. En vrai. Ouais. Le premier enfant, en moyenne, il est autour de 30 ans pour les femmes, si je me trompe pas. Bah oui, on était... en plus, dans notre bande de potes, on est déjà un peu les plus âgés. Mais du coup, j'étais la première de notre bande de potes. Et vous étiez les plus âgés à avoir des enfants, tu veux dire ? Ouais, okay. ouais.
Mais en fait, moi, j'ai tout fait très jeune. Je suis partie de chez mes parents, j'ai claqué la porte à 18 ans. Je me suis mariée à 21, 23, 22. T'avais une forme d'urgence ? Ouais, le claquer la porte de chez mes parents, c'était une forme d'urgence et de survie. Ok. Voilà. Le mariage, c'est plus parce que du coup, ça faisait 3-4 ans qu'on vivait ensemble et que, pareil, dans mon esprit, c'était la suite logique des choses et voilà. Il n'y a pas eu de demande, il n'y a rien, c'est tiens, si on se mariait, ok, voilà, on y va. Et du coup, le premier enfant, c'est pareil, c'est tiens, si on... Enfin, c'est venu... je saurais pas te dire une date précise, un mois précis, enfin, tu vois, c'est très flou. Il y a eu une discussion quand même entre vous à un moment donné ou presque pas quoi. Ah ouais, ok. Presque pas parce que c'était pas un sujet, c'était juste l'étape d'après quoi. C'est ça. Une case à cocher. Ouais. Donc voilà, donc ouais, j'ai fait tout assez très jeune. T'as grandi, tu viens d'où exactement ? Moi, je viens de l'Essonne. OK. Donc j'ai grandi tout près d'Orly, toute cette zone Nord-Essonne. Donc j'ai quitté mes parents, mais je suis restée dans la région parce qu'on a toute notre bande de potes, notre vie associative qui était là, donc on n'a pas quitté l'Essonne. Donc voilà. Ouais, t'as donc quitté le foyer familial, mais même pas pour quitter la région, quoi. Non. Pour rester là quand même. Ouais. Okay. Donc oui, parce que malgré tout, j'avais les copains et puis plein de choses chouettes à faire ici, quoi. Ok. Tu te souviens le moment où t'apprends que t'es enceinte ? Ouais. Je me souviens pas du moment où j'apprends où je suis enceinte. Je me souviens de la surprise que j'ai fait à mon homme. Ok. J'ai fait le test toute seule. Mais je saurais même pas te dire si j'avais beaucoup de retard, si je m'inquiète. Enfin, tu vois, je saurais même pas te dire trop avant. Mais je suis allée acheter des petits chaussons. Et le soir à table, sous sa serviette de table, il y avait les petits chaussons. Je me souviens moins de son émotion pour le premier que pour le deuxième. Je sais que le deuxième, il a versé sa larme. Mais je te raconterai pourquoi. Ouais. Mais ouais, le premier, c'était... Je saurais pas te dire la réaction qu'il a eue, mais c'était quand même, a priori, dans mes souvenirs, plutôt joyeux quand même. T'as pas de souvenir de ce moment qui est quand même marquant quelque part dans la vie d'une maman, quoi ? Non. Okay. Ça pareil, on en a beaucoup parlé en thérapie avec ma thérapeute. Et du coup, je vais enchaîner parce que je t'avais fait un petit teasing quand je t'ai contacté. Ouais. En fait, en préparant l'arrivée de ma fille, on avait 2 chambres, donc on avait notre chambre et puis il a fallu faire de la place dans la deuxième chambre où on avait entassé pas mal de choses, dont toutes mes affaires d'adolescente. Ado, j'écrivais beaucoup, j'avais des carnets entiers de journal intime, j'avais un début de roman écrit, manuscrit, j'avais des correspondances parce que je correspondais beaucoup avec des copines, etc. On se voyait tous les jours au lycée, mais on s'écrivait quand même régulièrement. Et j'ai tout mis à la poubelle. J'ai tout mis à la poubelle. Alors effectivement, on en a parlé beaucoup et longuement avec ma psy. En fait, il y avait une espèce d'urgence à effacer et à effacer mon enfance, mon adolescence, qui a pas été une période hyper sympa. Et puis il y avait maintenant que je deviens maman, c'est du sérieux. On rigole plus, on fait plus la fantaisiste à vouloir écrire des romans, machin. Faut être responsable, quoi. Adulte. Faut devenir adulte, c'est ça, complètement. Donc, en fait. Ça rejoint un peu aussi, j'ai l'impression, cette forme d'urgence dans ton histoire de foutre le plus vite possible tout ça de côté et passer à la suite, quoi. Complètement. Okay. Complètement. Et du coup, les souvenirs, elle m'a dit, quand on n'a plus de quoi se raccrocher à ces souvenirs, de preuves tangibles, effectivement, on a tendance dans sa mémoire aussi à effacer des choses, quoi. Puis avec ce qui m'est arrivé après la naissance, gros choc. Donc il y a pas mal de souvenirs qui sont pas restés, quoi. Ok. Tu vois, je t'avais dit que j'avais des choses à raconter. Comment s'est passée cette grossesse ? Super bien. Ouais. Moi, j'étais super contente. Je me trouvais belle. Alors, en plus, je le savais pas encore, mais j'ai perdu du poids le premier trimestre. Donc, je dis ouais, génial. Je vais pas prendre beaucoup de kilos. Super. C'était un peu ma crainte. Donc non, plutôt chouette. Vraiment, j'ai un souvenir de cette grossesse assez sympa. Je me sentais en forme.
j'ai bossé, enfin pas jusqu'à la dernière minute parce que j'étais salariée, donc j'ai pris mon congé mat, mais tu sais, il y a possibilité d'avoir 2 semaines plus tôt. En fait, je suis allée au bout du truc. Donc non, franchement plutôt une belle grossesse. En plus, l'été avant la naissance de ma fille, on avait plein d'événements, donc je m'étais acheté des belles robes, j'étais belle, enfin le truc trop bien quoi. Ok. Trop bien, vraiment très chouette, ouais. D'accord. Je sais pas comment se passe c'est quoi l'étape d'après? C'est la grossesse, c'est l'accouchement, pardon, j'imagine. Ah ouais, l'accouchement, il est pareil, il est plutôt chouette. Si ce n'est qu'il est un peu long parce que je perds les os très tôt, à terme quasiment, mais le travail démarre pas. Donc en fait, je suis hospitalisée et alitée pour attendre que le travail démarre. Et il démarre pas, donc j'ai été déclenchée. Donc ça, au bout de 36 heures, je crois que. Ah oui. Ouais. Donc on a un peu tourné en rond dans la chambre avec mon homme, mais globalement une fois que j'étais déclenchée, tu vois, j'étais déclenchée, il devait être 9h du matin, à 15h elle était là quoi. Okay. En plus j'ai pu accoucher, ce qui à l'époque était pas hyper courant, mais sur le côté, donc dans une position qui était pas courante à l'époque. Quand j'en avais parlé à la préparation, la sage-femme m'avait regardé avec des yeux ronds en disant mais c'est quoi cette demande? Ça t'es venu d'où? Tu l'avais trouvé? Je m'étais documentée, j'avais regardé des choses, donc j'avais dit, tiens, ce serait chouette de pouvoir le faire comme ça. Et rappelons les enfants qu'il y a 13 ans, c'était avant les réseaux sociaux. C'est ça. Et tout ce que vous connaissez aujourd'hui de transmission, etc. Enfin, ceci dit, il y a 13 ans, il y avait quand même les forums de femmes enceintes qui étaient tout à fait. énormes. Quoi. Complètement. Ouais, tout à fait. Et j'étais beaucoup sur les forums. Et du coup, effectivement, j'avais entendu parler de cette position qui était plutôt... plus physiologique que celle sur le dos. Donc, est-ce que tu envoyais des messages rendez-vous chez Gigi pour bébé 1 Non, mais alors moi j'étais dans les forums, je lisais beaucoup, je participais très peu. T'es une lurker quoi, ce qu'on appelle. C'est ça. Un sous-marin. C'est ça. Okay. Mais effectivement, je me nourrissais beaucoup des partages des autres femmes. Et donc ouais, l'accouchement super. Enfin, j'ai un souvenir. Le mot qui me vient, c'est la douceur. C'est vraiment ça s'est passé dans la douceur quoi. Okay. Et donc c'était très très chouette. Étonnamment, j'ai pas souvenir pareil, tu vois, c'est d'une émotion très très forte quand on me l'a mise sur le ventre. Mais ouais, c'était une douceur quoi. Il y avait une espèce, on était enveloppé, c'était chouette. Pourquoi tu tiltes sur l'émotion très très forte et tu dis bah tu vois oui, parce que c'est presque un regret, tu vois, de pas avoir d'avoir cette émotion qui restait imprimée, tu vois. Ouais. C'est dur les émotions hein, quand on n'a pas été habitué à les vivre pleinement depuis qu'on est tout gamin quoi. C'est un truc c'est complètement ça. Et en fait je pense t'as été élevé là-dedans un peu non? Ouais, okay. Dans le refus des émotions. Ah complètement. Pleure pas. Oui, ou alors quand tu pleures, ouais c'est bon, tu vas pas, ça vaut pas le coup. Oui. Et puis souvent en fait quand j'exprimais mes émotions en face, j'avais des réactions parfois même de colère, tu vois, de mon père donc ça déclenchait des choses très désagréables en face. Donc forcément je les ai bien mis Il vaut mieux sur le coussin. C'est ça. En avoir le moins possible et surtout les montrer le moins possible et les vivre le moins possible. Oh là là, ok. C'est ça. Ouais, de ce fait-là, un truc assez plat, enfin un souvenir assez plat. Quoi. Assez plat, mais quand même, je m'accroche à cette douceur ressentie et à ce cocon, cet accompagnement de l'équipe et tout ça quoi. Je me raccroche à ça. Et ton mec, il est comme toi? C'est-à-dire qu'il a aussi ce truc où oui, il montre pas trop, machin. Bah à l'époque oui. Okay. Ouais. Oui, puis lui c'est un mec en plus, hein, donc. C'est un bonhomme. C'est ça. Okay. Non, donc, je veux dire en miroir, tu vois, il aurait pu exploser. Tu vois, tu sais jamais comment tu vis le moment, comment t'es prêt à vivre le moment à ce moment-là, quoi. Bah tu vois, c'est pour ça que je disais que à l'annonce de la première grossesse, j'ai pas de souvenir pareil d'émotions particulières, alors que j'en ai plus pour l'annonce de la deuxième. Parce que je crois qu'il était aussi un peu comme moi, c'est-à-dire qu'on s'autorisait peut-être pas à exprimer et à vivre et à accueillir les émotions qu'on vivait, quoi. Comment se passent les premiers jours avec ta fifi ? Plutôt pas mal, ouais. J'ai plutôt un bon souvenir. C'est le premier, hein, donc on est entre soi, tous les trois. Le retour à la maison se passe bien. J'ai pas souvenir de grosses fatigues. Ça se complique au bout de, je dirais 10-15 jours parce que je commence à ressentir de la fatigue et puis
tu vois, des ganglions, des choses comme ça. Et puis quand même, je me trouve vachement pâle. Je me trouve pas, contrairement à la grossesse où je me trouvais vraiment super belle. Là, c'est un peu la claque, quoi. C'est wow, quand même, on en prend un coup quand même avec l'accouchement. Et donc, donc du coup, avec des complications d'allaitement, enfin bref. Donc, les premiers jours, c'est un peu, on est sur notre nuage, et puis très vite, ça commence à se compliquer, quoi. Ok. Tu te souviens du jour où, je sais pas, il y a un déclic, il y a une bascule dans ton histoire par rapport à... c'est la consultation chez mon médecin traitant. Une première, on essaye de trouver ce qui va pas, elle me met sous antibio, que 3 jours après, je retourne, je dis, il se passe rien. Elle dit ok, bon bah je t'oriente. Et là j'ai l'impression que le temps s'arrête, mais qu'il est un espèce de temps compressé, c'est-à-dire que les journées sont rythmées par les rendez-vous médicaux, etc. Et là j'ai l'impression de déconnecter de la croissance de ma fille et de tout ça, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se met sur pause, et donc c'est assez perturbant parce que y a un truc qui switch dans ma tête à ce moment-là. C'est je viens de donner la vie, mais peut-être que je vais la perdre. Et donc ça, c'est hyper angoissant en fait. Alors que tout le monde me rassure, hein, c'est quelque chose qui se soigne très très bien. Je sais plus, on est je crois à 99% de taux de guérison. Enfin, c'est un des cancers qui se soigne le mieux, hein. Surtout moi j'ai été prise très tôt, donc il n'y avait pas de raison que je m'inquiète plus que ça, mais quand même, enfin, le mot cancer fait qu'on y associe très vite. C'est pas anodin, hein. Ouais, c'est ça. Et donc, le truc qui me passe par l'esprit à ce moment-là, c'est je viens de donner la vie, mais je vais peut-être la perdre. Donc, ça, ça fout une sacrée angoisse, une sacrée pression, quoi. Puis t'es jeune. Ouais, c'est ça. Et presque, je me dis, finalement, j'ai presque pas peur pour moi. J'ai peur pour mon homme qui va se retrouver, entre guillemets, si jamais ça se passe mal, toute seule avec la petite. Ok. Et c'est ça qui me... Et ce qui est assez... on en a reparlé quelques années après avec mon homme. Mais lui, ce qui l'inquiète, c'est pas de se retrouver seule avec la petite, c'est de me perdre, en fait. Donc, voilà. Mais il a mis longtemps à me le dire. Mais, ah ouais? Ouais. Je crois qu'il m'en a reparlé que, je sais pas, 2 ou 3 ans après. Vous parliez pas beaucoup? Vous parlez peut-être plus aujourd'hui? On se parle plus aujourd'hui. En fait, c'est un effort, la communication. On sait qu'il faut faire gaffe et que c'est le travail de tous les jours. Mais on parle très peu de ce qu'on ressent à l'époque et ce qu'on... Voilà. On vit plein de choses chouettes, on partage plein de trucs. En fait, on fait pas mal de choses ensemble, ce qui fait que peut-être qu'on ressent pas le besoin de se confier sur ce qu'on vit. Et quoi. Même dans ces moments-là qui sont durs? Ouais, j'ai pas souvenir de grandes discussions, tu vois, où on partage sur ce qu'on ressent, etc. Il a été hyper présent, il m'a accompagné à toutes mes chimios, il a assuré grave, faut le dire. Ouais. Il a assuré grave, mais en fait, je pense que en plus, en étant un homme, il a dit ok, il faut que j'assure. Et du coup, il a fait le fort, le bonhomme, voilà. Et en fait, quand il m'a dit, c'est un moment où il s'est effondré, où il m'a dit, mais en fait, j'ai tellement eu peur de te perdre. Voilà. Et là, il s'est effondré. Mais après. Ok. Après ta guérison, tu veux dire? Ouais, bien après, 2-3 ans, ouais. Okay. Quand je te disais, c'est ça, c'est 2-3 ans. Avant qu'on fasse le deuxième. Ok. Voilà. Et donc, j'ai vécu 6 mois, 6 mois de chimio. Donc, j'étais tous les 15 jours hospitalisée une journée. Donc, je laissais ma fille de quelques semaines, soit mes parents, soit mes beaux-parents pour la journée. Donc, en fait, elle a très vite... alors là, pour le coup, la séparation mère-enfant, voilà, on a été rapidement séparés. Et ce qui fait qu'elle a longtemps, d'ailleurs, après coup, elle a longtemps détesté dire au revoir aux gens. Enfin, tu vois, je me suis fait cette remarque-là, mais pendant longtemps, elle détestait dire au revoir. Parce que dire au revoir, pour elle, c'était quitter maman qui allait, tu vois, qui allait vivre un truc pas chouette dans sa journée, quoi. Donc, je sais pas si moi je fais ce parallèle. Je sais pas s'il est pertinent, mais moi je fais ce parallèle. Est-ce que tu lui parlais ou vous lui parliez à l'époque pour lui dire ce que vous alliez faire? Les premiers temps, je lui parlais beaucoup. Je me souviens d'une discussion, non, parce qu'elle répondait pas, mais quelques jours après que le diagnostic ait été posé, pendant que je lui faisais le bain, en fait, je lui ai expliqué ce qui se passait. Voilà, je lui ai dit, bon bah voilà, et voilà, et j'ai tout, je lui ai dit. Mais
Mais effectivement, on essayait de pas en faire non plus tout un truc, quoi. Le matin où je partais en chimio, on essayait que ce soit plutôt tu vas passer la journée chez mamie, trop bien, quoi. On essayait de plutôt rendre ça joyeux. Mais effectivement, c'était quand même à chaque fois un au revoir, quoi. Donc, et puis avec une maman qui rentrait le soir, qui était vraiment pas en forme. Donc c'est pas anodin non plus pour un bébé de 2 mois, quoi. Comment tu vis, toi, ces 6 mois de chimio C'est je me bats. Enfin, faut. De toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Donc, faut y aller. Je fais le dos rond beaucoup. C'est-à-dire, ok, bon, c'est qu'un mauvais moment à passer et je me raccroche au après en disant voilà, dans 6 mois, dans 5 mois, dans 4 mois, dans 3 mois, dans 2 mois, c'est fini. J'étais extrêmement bien entourée, alors que jusque-là, j'avais pas trop fait appel à mes parents parce que dans ma vie perso, j'avais pas besoin d'aide. Et puis, on s'était pas quitté. Enfin, j'avais quitté la maison pas dans une ambiance hyper sereine. Mais ma maman, c'est la première personne que j'ai appelée quand le diagnostic est tombé. Elle m'a tout de suite dit viens manger à la maison. Donc, du coup, ils ont été hyper présents. On avait mis en place un petit rituel. J'étais en chimio le mardi. Le mercredi, souvent, j'avais de la visite, mais j'arrivais pas à manger. Donc, mais par contre, le jeudi ou le vendredi, je sais plus, papa venait manger à la maison le midi avec moi parce que du coup, le fait de manger avec quelqu'un, ça me redonnait un peu d'appétit, ça rendait le repas un peu plus sympa, quoi. Et donc souvent, le premier repas que je faisais complet, c'était avec mon père, soit le jeudi, soit le vendredi. Ça a renoué le lien, cette maladie? Non. Non, absolument pas. Je sais pas, j'avais l'impression, la façon dont tu le racontais. Non, parce que en fait, oui, c'était un soutien, il était là, c'était une présence. Ça n'a pas ramené la complicité qui n'a jamais existé. Il faudrait un jour que je participe à tes épisodes sur les darons. Qu'est-ce qu'il n'a fait ou n'a pas fait. Ouais. Mais j'aurais des choses à dire, mais en gros, pour les gens qui écoutent pas, qui découvrent peut-être Histoire de Daronne, dans Histoire de Daron, qui est mon autre podcast, j'incite les gens à m'envoyer des messages vocaux pour dans une série d'épisodes qui s'appelle Mon Daron et moi, où effectivement je demande aux gens de répondre à cette question fabuleuse, qui est toute simple, hein, mais vraiment je trouve qu'elle est tellement bien. C'est ça. Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la personne que tu es devenue aujourd'hui, C'est ça. Okay. Et non, en fait, je pense que mon père venait parce que ma mère lui demandait de venir, pour tout te dire. Ok. Voilà. Mais bon, il faisait le taf. Il faisait le taf. Il était là. Ça lui arrivait même de faire à manger, alors que c'est pas son truc. Ouais. Donc non, il faisait le taf. D'accord. Voilà. Et moi, j'étais quand même contente d'avoir quelqu'un parce qu'effectivement, quand tu n'as pas beaucoup d'appétit, manger seul, c'est pas terrible. Alors d'avoir quelqu'un, ça t'incite à manger. T'as l'impression de mettre ta vie de maman entre parenthèses pendant cette période-là? Complètement. Je te dis, moi, je passais mes après-midi. Enfin, le matin, ça allait encore. On va parler des premiers jours, mais après le matin, j'avais un peu d'énergie, donc ça allait. Donc, généralement, c'est le matin, on sortait, on pouvait se balader, etc. Mais l'après-midi, j'avais besoin de dormir, quoi. Et donc, je me souviens, le truc, je la foutais dans son transat, je l'attachais pour qu'il se passe rien, et je m'endormais devant la télé dans le canapé, quoi. Et sans culpabilité aucune, parce que c'était juste vital, quoi. J'allais te demander, est-ce que tu culpabilisais de le faire? Non. Alors des fois, si au réveil de la sieste, je me dis, putain, elle a passé 1 heure là avec ses jouets, son arche, etc. Et j'ai pas pu jouer avec elle. Mais quand je le faisais, je sentais que j'avais pas le choix, quoi. Enfin, j'étais crevée, donc... voilà. Et c'est vrai que la 2e semaine où j'étais pas en chimio, j'avais un peu plus de facilité à faire des choses avec elle, mais... C'est vrai que tout me demandait beaucoup d'énergie dès que j'étais vraiment centrée sur moi, quoi. J'avais pas le choix. Donc ouais, il y a ce lien mère-fille qui s'est pas fait comme j'aurais aimé qu'il se fasse. Voilà. Je te vois sourire. Pourquoi tu souris? C'est pour cacher l'émotion qui vient. Voilà. Tu peux avoir de l'émotion ici. Oui, hein, oui, tu sais, bien sûr. C'est gratuit, c'est open bar. Franchement, j'empêche personne d'avoir des émotions. Non, mais bien sûr. Ouais. Donc ouais, le lien, c'est pas fait comme je voudrais voulu. Et qu'est-ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, comment tu le vis, toi, avec le recul par rapport à votre relation aujourd'hui, où ta fille, elle a 13 ans, c'est un truc... Comment ça se... J'ai l'impression qu'il y a des choses à rattraper. Donc... Pardon. Alors là, tu fais bien de t'excuser, hein, parce que vraiment, ici, on déteste tellement ça que... Est-ce que tu veux un mouchoir? Ouais, je veux bien. On peut avoir des émotions ici, t'inquiète. Ouais, je sais. C'est très possible. Non, mais vaut mieux que ça sorte, d'ailleurs. Oh, c'est très bien que ça sorte. Parce que,
entre parenthèses, quand j'ai commencé à creuser aussi pourquoi je faisais un cancer juste après la naissance de ma fille. Enfin, tu vois, il y a un truc. Il y a un truc, quoi. Enfin, je sais pas après, tu vois, je suis pas tout big non plus. On n'a pas, puis on a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, sur les cancers et sur leur provenance. Et puis sur ce que le cerveau fait faire parfois à notre corps. Mais on a commencé un peu à gratter ça et avec ma psy, et effectivement, c'est pas anodin, quoi. Sur le fait que j'ai peut-être refoulé plein de choses et que la maternité faisait que tout d'un coup, il y avait un truc qu'il fallait que ça sorte. Enfin, voilà. On n'a pas d'explication pure et dure, mais bon, il y a quelque chose il y a forcément un lien. Tu veux creuser ici Non. Ou on n'est pas obligé. Non, mais voilà, je suis consciente que c'est pas anodin que j'ai fait un cancer juste après la naissance de ma fille, quoi. Qui est peut-être même démarré pendant la grossesse, en fait. Okay. Donc voilà. Et comment tu le relis ça aujourd'hui? Je le relis, je le vois comme une opportunité, en fait. Je suis, c'est presque, enfin, si je vais le dire quand même parce que ça m'est venu comme ça, mais je suis presque contente de l'avoir fait. Parce que je pense que j'aurais pris un mauvais chemin si je l'avais pas fait, en fait. C'était vraiment le début d'une certaine affirmation de moi, d'une certaine, non mais je vais faire mes choix, en fait. C'est si je suis pas bien, y a que moi pour bouger de là où je suis, quoi. Donc, ça a été vraiment, le déclencheur de tout ce qui en a suivi. Donc, tu veux dire que ça t'a un peu replacé au centre de ta vie, l'air de rien, cette je pense maladie? que ça m'a mis, écoute, faudrait peut-être que tu te poses et que tu réfléchisses, hein. Que tu prennes soin de toi. Ouais, que t'enlèves les œillères que tu t'es mis et que tu te sentes sur toi, quoi. Je le vois plutôt, comme une opportunité. Et en fait, le fait d'avoir ce cancer à l'époque t'amène pas en psychothérapie? Alors si, mais pas tout de suite. En fait, l'urgence, tu vois, on est encore dans cette histoire d'urgence. Quand je finis ma chimio, mon médecin me dit non, vous n'allez pas reprendre tout de suite. Vous avez enchaîné une grossesse, un accouchement, 6 mois de chimio. Vous allez vous calmer un petit peu. On va commencer. Tu voulais retourner au boulot? Ouais, moi je voulais retourner. Okay. Je voulais reprendre une vie normale, en fait. C'était vraiment non mais c'est bon, quoi. La même vie d'avant. C'est derrière moi. Oui, c'est ça. Non mais c'est complètement ça. Comme quoi, des fois. Hein. Ce serait pas possible de revenir comme avant là, quand c'était beaucoup mieux, que personne n'était malade. C'est ça, exactement. Et j'ai fini ma chimio, ça devait être fin mai. J'avais des derniers examens pour prononcer la rémission. Et du coup, moi, je m'étais dit, juin, je démarre. En plus, après, il y a les vacances. Ça me permet de démarrer, de reprendre quelques vacances. Et puis basta, quoi. Et le médecin dit, non, vous restez là, vous finissez l'été tranquille, vous profitez de votre fille. Et puis, en septembre, on réévalue le truc. Et on démarrera peut-être par un mi-temps thérapeutique. Ok. Mais en fait, après, j'ai appris à écouter les médecins pendant cette période. Ouais, j'allais te dire comment tu le vis. Ouais, je le vis. Sur le coup, je dis merde, je démarrerais bien quand même. Mais en même temps, je me dis, écoute, ok, c'est une opportunité pour refaire un peu du lien avec ta fille, pour t'occuper de toi, pour t'occuper de ta maison que t'as un peu laissé. Enfin, du coup, j'ai essayé de le transformer en opportunité, mais c'est vrai que j'étais contente de reprendre le boulot, quoi. J'étais très contente de reprendre le boulot et dans une espèce d'urgence. Et donc, je reprends le boulot, métro, boulot, dodo. En plus, donc j'habitais en banlieue, je travaillais à Paris. Donc, t'imagines le RER tous les matins, le stress, tout ça. Dans un poste où je faisais pas mal de choses. Je gérais plein de dossiers différents. Je gérais j'étais en un espèce de carrefour avec plein d'équipes autour. Enfin, vraiment, j'étais... Stress au travail aussi, donc? Ouais, du coup, stress au travail, beaucoup, pas mal. Et puis tu sais, c'était les postes où en haut on te met la pression pour faire des choses et en bas on te met la pression pour que, enfin bref, le genre de poste qui te fout, qui t'essore, quoi. Et donc je pense que c'est 2 ans après la reprise, je m'effondre, effectivement, je m'effondre au boulot. Ma chef a un comportement remarquable. Elle me dit, écoute, rentre chez toi, va voir un médecin. Et puis, tu ne reviens que si tu te sens de revenir et on se débrouillera, t'inquiète. Ce qui est quand même donc une femme de 4 enfants, je pense qui avait aussi compris pas mal de choses. Et voilà. Et donc. C'est quand même intéressant que tu repars dans une machine à laver, là, c'est ça, juste après? C'est ça, ouais. Okay.
Ouais, que je te dis, j'avais des bonnes œillères, pas d'émotion, pas de machin. Allez, il faut y aller, t'es sérieuse, t'es adulte, t'es maman. Ah oui, tout ça. Voilà, non mais tu t'en fous. Dans ces cas-là, t'as une caisse. Hein. Donc tu charges le sac à dos à fond. Et donc là, le médecin me dit, ok, je vous arrête. Et puis, ce serait bien que vous alliez voir quelqu'un, quand même. Parce que je pense que vous avez des choses à digérer que vous n'avez pas digérées. Donc, elle m'oriente chez une psy. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est quand même fou que pendant ces 2 ans-là, tu vois, il y ait personne qui t'a orienté vers une psy, parce que c'est clairement un truc dont t'avais besoin, quoi. C'est ça. Mais tu voulais pas, ou... Je crois qu'on me l'a même pas proposé. On te l'a même pas proposé. Et ça m'interroge beaucoup sur le suivi des malades du cancer. Il y a des bons et des moins bons, un médecin, mais on m'a pas tellement parlé de l'après, tu vois, tout ce qui est hygiène de vie. On m'a pas parlé d'accompagnement, ou alors on m'en a parlé, mais alors du coup c'est passé, tu vois, d'une oreille à l'autre. Effectivement, j'étais tellement dans cette urgence de reprendre ma vie d'avant que, ouais, si on en a parlé, c'est passé comme ça, quoi. Tu disais, oh non, on va pas. C'est bon, ça va. On va pas soulever les cailloux là, c'est chiant. Je gère. Voilà. Donc je fais ce qu'on appelle alors c'est pas une dépression, c'est une dépression réactionnelle, c'est-à-dire le contre-coup en fait. Et donc je suis arrêtée que 5 ou 6 semaines. Pareil, toujours dans une espèce d'urgence de reprendre. Je vois ma psy que 4-5 fois. Et puis acte manqué, j'oublie un rendez-vous et j'y retourne plus. Voilà. C'est pas forcément un acte manqué. Hein, non, parce que je pense que j'aurais eu besoin de creuser, mais que j'avais pas envie de creuser. À l'époque. C'est chiant de creuser. Ouais, c'est chiant de creuser. C'est inconfortable. Tu chiales pendant toutes les séances, c'est chiant. Putain, il y a des émotions, quoi. C'est ça, merde. Comment c'est possible Pourquoi? C'est ça. C'est comme le dentiste, sauf en pire, quoi, tu vois. C'est ça. Donc, du coup, j'y retourne pas. Ça me permet de passer le cap, tu vois. Et non, le truc que ça me permet, quand même, c'est de dire, ok, je suis pas bien là où je suis dans le boulot. J'attends d'avoir le feu vert des médecins pour faire le 2e enfant. Je fais mon 2e enfant et je m'arrête, je prends un congé parental et je me pose et je réfléchis. C'est le seul truc que ça... Bon, c'est déjà pas mal, hein. C'est une étape. C'est une étape, voilà. Et donc, ça me permet de faire ça. C'est l'étape à laquelle t'étais... prête à ce moment-là. Voilà, c'était mon chemin, quoi. Donc, voilà. Et donc, je reprends pour souhait. Je crois que j'ai dû reprendre à peine 1 an. Et puis, ensuite, j'ai eu les feux verts du médecin pour faire le 2e. Oui, parce que tu dis les feux verts, parce qu'en fait, pendant toute cette période-là... Ils me disent, sachant que vous avez déclenché votre lymphome après votre première grossesse, on va éviter de reprovoquer ce qui pourrait... Même joueur voilà. Encore. On va s'assurer que voilà, il n'y a pas trop de risques, qu'on s'approche de la zone des 5 ans, où globalement, c'est la zone la plus risquée pour les récidives. Donc, au bout de 4 ans, j'ai les feux verts du médecin. Oui, ce que j'ai oublié de te dire, qui est assez en tant que daronne, ce qui est pendant toute cette période de chimio, je suis mise sous ce qu'on appelle ménopause artificielle. C'est-à-dire qu'on arrête l'ovulation, on arrête tout. Bon, ce qui fait que je vis une ménopause et du coup je sais ce que c'est et je suis pas pressée du tout. Wow. Mais j'ai une grosse angoisse en fait quand j'ai la dernière piqûre, ça dure 3 mois et j'ai une grosse angoisse, c'est est-ce que ça va revenir, est-ce que mon cycle va revenir, etc. Et donc là, par contre, il y a une émotion, le jour où elles reviennent, mes règles, mais c'est le bonheur, quoi. Ça marche, ça marche, je vais pouvoir faire un 2e. C'était une vraie envie chez toi et chez vous, ouais, c'est ça? Ouais, là pour le 2e, il y avait une vraie... Là, je l'ai ressenti dans les tripes, tu vois, cette envie du 2e. Alors, est-ce que c'était une revanche? Peut-être, il y avait un truc de ce style-là, mais j'avais vraiment envie il y avait un truc dans les tripes, quoi. Là, il y avait un truc dans les tripes, ouais. Et t'avais pas cette peur de te dire, ok, putain, peut-être je vais y retourner, quoi. Tu vois, d'associer la grossesse et la maternité. Ça a dû me parcourir. Ça a dû me parcourir, mais j'ai essayé de pas trop y penser pendant la grossesse pour pas que ça me pollue le truc, quoi. Oui, j'imagine. Mais oui, on va dire les 3-4 premiers mois, ouais, j'ai pas mal flippé quand même. Ok. Ouais. Et donc, par contre, cette grossesse hyper avec la première, tout ça, c'était... Puis je travaillais donc sur Paris, et donc là, c'était pas la même histoire de grossesse. Tu vas me parler de l'annonce aussi pour ton 2e, parce que tu me racontais que ton gars, il avait eu un... Ouais,
j'ai mis un petit. On avait l'habitude de mettre des aimants sur le frigo, et j'avais fait un petit aimant. Alors je sais plus ce que j'avais mis dessus, mais grosso modo, voilà, il y a le deuxième qui arrive. Et puis il l'avait pas vu en rentrant du boulot, donc j'étais un peu déçue. Et puis c'est vraiment les pires trucs quand tu fais une surprise, t'es trop content et puis l'autre passe à côté. C'est ça. Et puis il va coucher parce que on a pris l'habitude, c'est toujours lui qui va coucher les enfants en premier, puis moi je passe en deuxième pour faire les bisous et tout. Et donc il va coucher notre fille, il redescend et donc je monte faire un bisou à ma fille, et quand je redescends, il me dit mais c'est vrai ? Et là je vois les larmes dans les yeux de mon homme. C'était pas la première fois que je le voyais pleurer, mais quand même, il y a un truc là qui se joue, qui se passe, qui est assez chouette, ouais. Entre-temps, lui-même avait fait son explosion en vol, c'est ça Non. Ah, c'est enfin, si, il m'avait dit que, ouais, il m'avait dit, mais tu vois, c'est quand tu parles d'explosion en vol, je pense au le gros truc et tout. Non, c'est juste, ouais, cet épisode où il me dit, ouais, j'ai vraiment cru te perdre. Okay. Ouais, c'est ça, c'était déjà. Et lui, c'est pareil, il a pas non plus été suivi en psychothérapie et tout. Ok, putain, bon, ouais. Alors, c'était il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Peut-être que ça a changé depuis, quoi, mais ouais, non, mais c'est assez dingue, hein. J'ai pris conscience, tout ce qui est masculinité toxique, etc. Enfin, ouais, il y a du boulot, quoi. Ouais, on est des bonhommes. On est là pour endurer. C'est ça. Ok. C'est ça. Et donc, ouais. Est-ce que lui a pris conscience? Parce que, excuse-moi, petit aparté, mais parce que les meufs, elles prennent vachement confiance, beaucoup plus que les mecs, à mon sens. Ce qui pose problème. Je dirais que c'est une prise de conscience tranquille, quoi. C'est-à-dire, c'est pas le truc que tu te prends dans la gueule. Non, je pense que c'est petit à petit. Puis le fait, moi, de me voir réfléchir à tout ça, parler de féminisme, parler d'égalité homme-femme. Enfin, tu vois, c'est vraiment progressif, mais c'est parce que je bouge moi que lui bouge, je pense. Bah, il a pas. Voilà. Souvent, les mecs ont pas trop le choix, ou alors. C'est ça. Voilà. Et en même temps, je lui en veux pas. Enfin, il a un modèle familial. Voilà. Enfin, on voit dont on parle, quoi. Je vois bien. Je vois pas de quoi tu parles, mais si vous connaissez pas mon podcast, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de mecs. Voilà. Où je vais parler des mecs, de leur rapport à la masculinité. C'est un délire. Bref. Okay. Donc voilà. Et donc deuxième grossesse, un peu moins fun. Deuxième accouchement, beaucoup moins fun. J'accouche. Alors pour la petite anecdote. Lors de la cérémonie d'ouverture des JO de 2012 de Londres. Je sais pas, il me fait louper ça, quoi. C'est un peu la réflexion que j'ai. Ok, c'est un truc qui est important pour toi? Ouais, j'aime bien, moi, ces trucs-là. C'est peut-être un peu ringard, j'en sais rien, mais moi, ça me procure beaucoup d'émotions de voir toutes ces équipes, et puis les valeurs olympiques, quoi. Donc j'aime bien. Bref, donc je loupe ça. Mais en même temps, comme ça, on s'en souvient. On sait que c'était le jour de l'ouverture des JO de Londres. Et puis, il fait super chaud là où j'accouche. Je suis trempée sur la table d'accouchement. Enfin bref, c'est une horreur, quoi. La maternité où je suis, il y a des travaux. Donc, quand j'accouche, c'est tard dans la nuit, donc il n'y a pas de travaux. Mais tout le séjour, j'entends les pelleteuses. Enfin bref, c'est un peu galère. Je suis pressée de rentrer. Et puis l'accouchement, ouais, c'est pas une équipe, contrairement au premier. J'ai accouché au même endroit, mais je tombe pas sur la même équipe. Et si j'avais fait un troisième, je serais pas retournée dans cette maternité-là. Donc, bref, pas un super bon moment. Mais par contre, il y a un truc, et ça, je suis contente de l'avoir vécu et d'avoir gravé ça dans ma tête. On me pose Gaspard sur le ventre et je plonge mes yeux dans ses yeux. Il a des yeux bleus magnifiques. Et j'ai ce souvenir-là et cette image-là. Et je suis tellement contente parce que comme j'en ai pas pour Camille, je suis tellement contente d'avoir vécu ce truc-là que ça c'est gravé en moi, ça, par contre. Sur le moment, est-ce que tu étais dans ce truc de ok, comme j'ai pas vraiment vécu le moment de mon aîné, j'ai envie de non, c'est aujourd'hui avec le recul. C'est pas conscient, c'est aujourd'hui avec le recul, ouais. C'est pas du tout conscient, mais oui, il se passe un truc, quoi, quand on se regarde tous les deux ce jour-là, quoi. Ok. Comment est-ce qu'il y a un truc aussi en rapport avec la maladie qui remonte à ce moment-là, ou non, pas trop? T'es pas là-dedans? Non, je suis pas là-dedans. Non, les premières semaines, oui, j'ai un petit peu peur. Je pense que les premières semaines, je m'écoute un peu plus parce que
C'est quand même un bon conseil de vie. Ouais, j'essaie de faire un peu gaffe, mais en même temps, comme l'accouchement s'est pas super bien passé, et que ça fait penser à l'épisode avec l'épisiotomie, mais j'ai toute la zone entre les jambes où c'est quand même un sacré morceau qu'il faut digérer. Pendant 15 jours, je m'assois dans le canapé sur une bouée et avec des packs de glace, quoi. Donc, il faut en parler. Ouais, il faut en parler. Et du coup, forcément, je m'écoute, mais j'essaie surtout de récupérer, quoi. Okay. C'est surtout ça. Comment ta fille aînée vit l'arrivée de son petit frère ? Plutôt bien. J'ai pas souvenir de friction ou de choses comme ça. Elle nous a jamais fait de réflexion. Non, mais quand est-ce qu'il repart ? Ou tu vois, non, c'est plutôt. Puis elle a 4 ans déjà, donc presque 4 ans. Donc en fait, elle fait sa rentrée à l'école quelques semaines après. Elle est plutôt dans la petite maman, quoi. Tu vois, elle prend soin de son petit frère. J'ai pas souvenir de méchanceté ou de. Ouais, non, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Et puis en plus, comme du coup, je prends un congé parental, je suis hyper dispo, quoi, pour les deux. Donc je vais chercher ma fille tous les jours à l'école. C'est un vrai sujet. Tu t'en parles comme si, en passant là, comme ça, mais ça veut dire que tu mets ta carrière entre parenthèses. Parce que j'ai conscience à ce moment-là que c'est pas que ça me convient pas. Okay. Que le métro boulot dodo me convient pas. Donc je veux me donner le temps de réfléchir. Et je finis mon congé parental par un bilan de compétences et par une reconversion. Donc ouais, ça a été fertile cette période. Okay. Tu te reconvertis dans quoi, Alors, je passe du marketing et de la communication dans un grand groupe de presse à décoratrice d'intérieur. Ah oui. Donc on reste quand même, parce que dans la communication, moi c'était en communication print et écrit, donc je faisais des briefs créatifs. Donc on reste quand même dans la créativité, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Mais ouais, dans la déco d'intérieur, qui me permet d'être à mon compte, parce que c'est surtout un métier qui s'exerce à son compte, et donc d'être dispo pour les enfants. Il y a aussi ça dans ce choix-là, de me dire je vais être dispo pour les enfants. Et tu te lances à ton compte pour la première fois de ta vie à ce moment-là, quoi. Complètement. Okay. Et étonnamment, pareil, après coup, je m'aperçois que mes 2 parents sont indépendants et que j'avais fait le choix d'être salariée pour la sécurité, etc. Mais qu'en fait, je crois que dans la famille, on est profondément entrepreneur et profondément indépendant. Donc voilà. Ok. Donc pour le coup, t'as pas suivi la voie de tes parents jusque-là. En tout cas, c'était pas un truc. Non, tout à fait. Un peu aussi par eux, avec leur propre peur. Faut que t'aies un bon boulot, tu vois. Tu connais le truc aussi. Oui, c'est important d'avoir un CDI et puis de faire des bonnes études. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui t'amène alors à parce que tu me disais tu me disais au tout départ que t'avais retrouvé un boulot salarié, c'est ça, entre-temps ? Ouais, parce que j'ai fait 5 ans d'indépendance et puis au bout de 5 ans, un peu fatiguée d'être et puis un peu, je commençais à ressentir un peu la solitude, tu vois, du freelance. Et donc et puis il y avait pareil, je pourrais parler de l'histoire, on pourrait faire un épisode d'histoire d'argent, mais on peut, c'est possible aussi. Il y avait le sujet de l'argent dans le couple qui commençait à devenir un peu tendu, donc c'est-à-dire que tu ramenais pas assez d'argent par rapport à... Et puis moi j'avais du mal à dépendre de mon mari, tu vois. Il y a quelque chose qui profondément qui me... Ouais, il y a un truc là. Donc du coup, je décide de reprendre un boulot mi-temps, parce que je me dis en fait, je vais continuer à faire quand même mon truc de déco, mais avoir un petit salaire qui tombe à la fin de chaque mois, ça va répondre aux besoins de sécurité que je ressens en ce moment. Donc on fait comme ça. Je tombe sur une start-up qui embauche sa première salariée. Un jeune couple adorable, l'entretien se passe super bien, c'est à 20 minutes de la maison en voiture. Enfin, tu vois, le truc qui te tombe dessus, tu dis non mais je peux pas dire non. Donc j'embarque pour 2 ans, et puis il y a le Covid, il y a tout ça, donc je fais pas mal de chômage technique. C'est une start-up en pleine croissance, donc il y a des embauches. Et puis en fait, ça se passe pas top quoi. Et puis j'ai la valeur indépendance qui ressurgit. J'ai envie de faire les choses comme je l'entends, et puis je me retrouve donc novembre 2020. Je fais d'abord le Covid, donc je suis arrêtée 15 jours, mais vraiment pas bien.
Et après, je reprends. Mais tout est fermé et donc on produit comme des malades. C'est une entreprise qui fait de la déco, qui produit de la petite déco en série limitée. Et on produit comme des malades pour faire des stocks pour que si ça réouvre à Noël, on puisse blinder les boutiques. Et en fait, on se retrouve à faire des trucs à la chaîne. Moi, je suis à un poste de travail, je fais la même chose du jour, de 9h à 17h. Et tous les matins, je suis là et je dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi ? Qu'est-ce que je fous là ? Et donc, c'est très bien ce que tu foutais là. Bah oui. T'allais chercher un salaire. C'est ça, complètement. Et un CDI. Un CDI et de la stabilité et le fait de pas se poser 15 000 questions tous les jours sur qu'est-ce que je vais faire, comment j'oriente ma boîte, etc. Donc il y avait un certain confort, hein, je l'avais trouvé, mais il y avait quand même la valeur indépendance et de faire mes projets à moi qui prenaient le dessus à ce moment-là, quoi. Ok. Et donc là, je suis en train de faire, donc parce que c'était pas si lointain que ça, je suis en train de faire ma deuxième reconversion. Et donc voilà, et cette fois-ci, quand on revient à l'histoire de Daronne et à ma place de mère, maintenant qu'ils sont plus grands, il y a quelque chose de, en fait, maintenant je peux m'éclater, quoi. Attends, juste 2 secondes. Ouais. Tu me dis bien que t'étais t'étais la première salariée d'un jeune couple. Ouais. T'étais la maman un peu. Bah oui, je me suis retrouvée à faire. C'est ça, parce exactement. Que t'avais quoi, 35 balais, quoi, c'est ça? 38, ouais. À l'époque? À l'époque, quand j'ai démarré, j'avais 38. Et donc, du coup, je me suis retrouvée la maman un peu de l'équipe. Ouais, complètement. Et ça me fait penser, tiens, un truc que je dis, tiens, faudrait que je dise ça dans le podcast, donc je vais le placer maintenant. C'est en fait, je déteste que les gens dépendent de moi. Et tu vois, j'aurais bien aimé avoir pris conscience de ça avant de faire des enfants. Parce que sans doute que j'aurais pas fait pareil non plus. Pas fait d'enfant. Peut-être que j'aurais pas fait d'enfant, peut-être. Parce que, attends. C'est ça. S'il y a bien des personnes qui dépendent de toi jusqu'à au moins 18-20 ans, quoi, tu vois. Et dans l'équipe, en fait, c'est pareil, quand... donc j'étais la première, donc j'avais mis en place plein de choses, et il a fallu que je forme les gens qui arrivaient. Et dès qu'il y avait un truc, c'était clair, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ça m'agaçait profondément. Mais j'ai dit, écoutez, je vous ai transmis tout ce que je vous avais à vous transmettre. Maintenant, vous êtes grands, vous prenez les décisions vous-même. Enfin, j'avais envie de dire ça, quoi. Mais c'est un truc de daronne. C'est ça. Non, mais bien sûr. Phrase de daronne. Maintenant, t'es grand, tu t'habilles tout seul. Tu mets tes chaussures comme un grand, là. C'est ça. T'as des scratchs en plus. Merde. Et en même temps, mais on est toujours un peu ambivalent. Et en même temps, ça fait tellement du bien de sentir qu'on est utile et que voilà. Merci de dire ça. C'est hyper important. Mais oui, et donc j'étais toujours, tu vois, dans cette ambivalence de mais laissez-moi tranquille. Et puis en même temps, ok, non mais j'ai des choses à transmettre et je peux laisser une empreinte, enfin pas laisser une empreinte chez ces gens, mais en tout cas je peux leur servir à quelque chose et je vais représenter quelque chose pour eux, quoi. C'est terrible parce que ça te valorise toi et quelque part c'est génial, mais aussi ça t'emprisonne dans ce truc parce que forcément quand tu le fais, les gens finissent aussi par se positionner en se disant en fait comme Claire elle répond à toutes les questions. Elle sait faire. Voilà. Pourquoi je vous renvoie à l'épisode avec Myriam qui a un peu ce truc là aussi avec ses grands enfants qui ont 27, 25 et 20 à qui elle a incité de quitter la maison parce qu'en fait son fiston le troisième il lui dit moi pourquoi j'irais chercher du boulot alors que ou pas un travail mais juste pourquoi je bougerais de cette maison alors que tu fais tout. C'est ça. C'est ça, donc voilà. Génial. Ouais, mais c'était, et en fait c'est pour ça que du coup je me suis retrouvée en thérapie, quoi. C'est je me suis dit oulala, il y a des choses. C'est intéressant de parler de ton rôle de maman à ce moment-là. À mon avis, la psy elle t'a vu arriver, elle a fait bon. ouais, non mais c'était très intéressant et je suis tellement, en fait, j'ai quitté ce boulot en rupture conventionnelle parce que j'ai eu cette force de dire en fait aujourd'hui et mes patrons aussi aujourd'hui en fait moi mon profil etc avec l'histoire de la boîte ça colle plus et donc on n'a plus rien à faire ensemble. C'est pas moi qui veux partir, c'est qu'en fait il y a un truc qui colle plus et on a été capable de se dire ça avec mes patrons, ce qui fait que la rupture a été hyper douce, soft et qu'on reste en très bons termes. Mais parce que j'avais commencé le travail avec la psy, sinon je démissionnais, quoi, ou t'étais reparti pour où je restais et puis je m'engluais dans un truc qui était pas sain, quoi.
Puis je crois que c'est cool aussi de se dire à un moment donné, peut-être que je suis juste bonne, entre guillemets, ou je suis juste très excellente à lancer des projets et en fait à pas les gérer, quoi. C'est ça. C'est un peu mon truc, ça. Mais bon, quand t'es indépendant, faut quand même que tu gères un peu, quoi. Moi, si t'arrives à vendre la boîte, tu vois, il peut y avoir aussi ce truc-là, quoi. Tu peux faire. Ou de travailler en start-up et de te dire, je viens pendant 1 an et demi, 2 ans, je structure le truc et puis après je vais faire autre chose, quoi. C'est ça. Okay. Ouais, là, tu vois, du coup, je vais plutôt accompagner des gens sur des projets. Ouais, je suis en train de me former pour devenir facilitatrice en intelligence collective et donc à faire travailler les gens sur comment on lance des projets ou comment on crée des projets. Donc, Ok. En quoi le fait d'être facilitatrice en intelligence collective t'aide dans ton rôle de daronne au quotidien ? En fait, c'est je m'étais dit chouette, ça va être ma famille va être un laboratoire. Non, mais tu vois, en plus, j'adore tester des nouvelles choses, faire différemment, etc. Et j'aurais tellement aimé avoir cette conscience-là plus en étant maman, quand les enfants étaient petits, parce que là déjà, il y a des choses qui se sont, des mécanismes qui se sont ancrés entre nous, des façons de faire qui sont difficiles à défaire. Donc j'aurais aimé, mais c'est comme ça. Mais ouais, en fait, mais en même temps, quand t'es impliqué émotionnellement, c'est super compliqué, quoi, de changer de façon de faire et de revenir sur des mécanismes. C'est hyper difficile. C'est d'ailleurs pour ça que les entreprises font appel à des facilitateurs externes. C'est que même dans une équipe, il y a de l'émotionnel et que d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur, ça aide à défaire certains trucs et à poser certains trucs, quoi. Moi, j'ai un peu l'impression que tout est dans le process. C'est-à-dire que, je sais pas si t'as écouté cet épisode avec Nicolas Aignon dans Histoire de Daron, où il raconte qu'il a appris un truc dans une boîte très simple, il y a un carnet dans leur maison où ils peuvent balancer les trucs qui leur conviennent pas, etc. Et en fait, toutes les semaines ou tous les 15 jours, ils font un point familial, mais qui est un peu un truc de boîte, pour le coup. C'est ça. De venir dire, moi, il y a ce truc-là qui va pas, et en fait, d'expliquer, de finir. Mais tout est dans le process, j'ai l'impression. C'est ça. Moi, j'ai pas encore réussi à mettre ça en place parce que souvent, quand j'en parle, j'ai un accueil. Voilà, elle va pas nous saouler avec ces trucs professionnels. Enfin, après, c'est une impression peut-être que j'insiste pas assez et que je précise pas que c'est important pour moi qu'on fonctionne différemment que les autres familles. Peut-être. Mais et puis peut-être aussi que tu viens le présenter comme un truc pro. Alors qu'en fait, globalement, c'est juste un outil pour aider la vie de famille, quoi. C'est ça. Mais oui, les conseils de famille, ça me paraît être une excellente idée, mais on n'en fait pas assez souvent. Ou alors que quand il y a des crises et que voilà. L'expression des émotions, j'ai fait une formation au CNV, communication non violente aussi. Donc j'ai un petit garçon qui est, je pense, hypersensible, donc qui a des réactions assez démesurées. Donc j'avais affiché des affiches avec des petites girafes. C'est une illustratrice qui s'appelle Apprenti Girafe, Letty Gribouille, alors ça, je recommande à toutes les daronnes d'aller voir Apprenti Girafe et Letty Gribouille parce qu'il y a des supports qui sont vraiment excellents. Et donc, elle a fait des posters avec les principales émotions et les principaux besoins. Et du coup, moi, mon fils, pendant longtemps, je lui ai dit, quand il y avait un truc qui le traversait, je lui ai dit, va me montrer la girafe, là, à quoi ça correspond, etc. Bon, j'arrive pas à pérenniser ça, mais je me dis, il y a quand même des choses qui se sont inscrites, notamment dans l'accueil des émotions. C'est toujours un peu difficile aussi pour mon homme de reconnaître que l'émotion de mon fils, elle est juste, elle est appropriée, faut l'accueillir, et puis que c'est pas agréable à vivre, ok, mais faut surtout pas la renier et l'étouffer, quoi. Il a tendance à vouloir la mettre sous un... Ouais, ou à minimiser le truc. Je lui en veux pas, hein. On a des années à réapprendre et voilà, mais ouais, j'essaie d'être cette personne-là dans la famille qui laisse les émotions émerger, quoi. J'ai envie de te poser une question, mais de lui poser aussi, parce que j'imagine qu'il va écouter cet épisode, mais qu'est-ce qui fait qu'il bouge pas ? Qu'est-ce qui fait qu'il va pas faire ce travail que t'as fait toi sur tes émotions, etc., quoi. Ouais, ça, je peux pas répondre à sa place. Je sais. N'hésite pas à te poser la question. Je ne sais pas comment s'appelle ton équipe. Bruno. Salut Bruno. C'est intéressant. Tu peux aussi écouter mon podcast Histoire de mec. Il y a peut-être des trucs pour toi dedans. Ouais, j'essaye. Ouais, c'est dur. Ouais, je me dis qu'il fait quand même du chemin. Il regarde. Il est fan de Et tout le monde s'en fout. Donc bon, il y a quand même des choses. Ça avance petit à petit.
Qu'est-ce que tu as la sensation que ta thérapie t'a apporté à toi en tant que maman maintenant de alors ta fille, on peut dire qu'elle est ado, mais et ton petit deuxième, il va arriver, c'est il est pré-ado quoi, il va y arriver très vite. Qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté encore plus cette conviction que j'avais déjà, mais je pense que je l'avais, mais je la mettais pas en place, je la mettais pas en pratique. C'est les enfants vont bien quand maman va bien. Et il y a une phrase qu'on m'avait dite et que j'avais mis pendant longtemps comme un mantra. Les enfants n'ont pas besoin d'une maman parfaite, ils ont besoin d'une mère bien dans ses baskets. Et donc ça m'a apporté le fait que effectivement pour une daronne, c'est important de s'occuper de soi. Presque égoïstement, mais de penser d'abord à soi. Enfin, pourquoi tu dis presque égoïstement ? Parce que on n'a pas cette T'es image. en train de t'excuser de prendre soin de toi. Mais parce que la société nous invite pas à faire ça. C'est les enfants. Mais dis pas presque égoïstement. Voilà. Enfin, bref. Donc non, il faut s'occuper de soi. Prends soin de toi. Ouais. C'est pas du tout égoïste de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est pas juste prendre soin de son apparence, et prendre soin de soi en intégralité, de manière holistique quoi. La tête, le cœur et le corps, voilà. Les 3 C. Voilà. Le fameux truc. Voilà, et surtout la tête et le cœur. Je crois que c'est. C'est quoi les 3 C ? C'est le corps, le cerveau et le. Ouais. C'est pour ça que je dis les 3 C. Voilà, mais non, c'est. Et ça devrait être dit à toutes celles qui n'ont pas encore d'enfants et qui vont s'en apprêter à en avoir, quoi. C'est votre santé mentale, attention. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler dans le podcast ? Non, je crois qu'on a balayé plein de trucs. Hein. On a balayé plein de trucs. Merci pour ça. Avec plaisir. C'était trop cool. Ça me fait plaisir d'entendre parler, de voir ton chemin aussi. C'est trop chouette d'avoir des darons qui ont arpenté la vie. C'est ça. C'est ce que je disais le jour. J'ai que 40 ans, mais j'ai l'impression tellement d'avoir vécu plein de choses riches. Et je me dis, chouette, il y a encore plein d'années, quoi. Et je disais au début de l'épisode, j'aurais peut-être fait les enfants plus tard, ou voilà, je les ai fait tôt, etc. Mais finalement, je me dis, c'est plutôt pas mal, parce que maintenant, j'ai 40 ans, ils sont ados. Et là, professionnellement, justement, j'ai l'impression que je vais pouvoir un peu lâcher du lest et m'éclater, quoi. Avec mon métier, là, nous, on va s'installer en province bientôt. J'étais là, comment je vais faire ? Mais en fait, non. Puis je crois que je vais adorer faire des déplacements professionnels et partir de la maison 3 jours et prendre plaisir à les retrouver, etc. Donc je suis contente de les avoir fait tôt, puis finalement, parce que là, il va se passer. J'ai encore du temps devant moi pour m'éclater, quoi. Donc c'est puis cool. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. On a chacun un chemin et en fait c'est cool. On fait avec, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Claire. C'était super. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.